Vous avez été plusieurs à me poser des questions sur la thrombophlébite, alors c'est aujourd'hui que je vous présente la vidéo sur ce sujet-là. Je vais vous donner des trucs, des conseils, comment on peut prévenir aussi la thrombophlébite parce que ça se prévient. Et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les thrombophllébites ou les phlébites, il y a deux grandes catégories. D'abord, les phlébites superficielles qui consistent en une inflammation d'une veine, le nom le dit, superficielle. Une phlébite profonde, ce que c'est en fait, c'est un caillot qui se forme dans une veine. On le voit beaucoup plus fréquemment aux membres inférieurs, notamment aux mollets. Elles sont rares, mais on peut aussi avoir une thrombophlébite à un bras. Mais on doit retenir qu'une thrombophlébite, c'est une condition de santé importante. On doit consulter, on ne doit jamais minimiser ce problème de santé. Parce qu'une des complications d'une thrombophlébite, c'est que le caillot va se déplacer ailleurs dans votre corps, va suivre le trajet d'une veine pour, par exemple, se loger dans vos poumons. Et là, on peut faire une embolie pulmonaire. Et là, une embolie pulmonaire menace la vie de la personne. Alors, on doit intervenir le plus tôt possible. Dès qu'on observe des symptômes d'une thrombophlébite, on doit consulter un médecin dans les plus brefs délais. Comment on diagnostique une thrombophlébite? Alors, on ne le fait surtout pas soi-même. Le but de ma vidéo, c'est de vous aider à faire un dépistage, mais si vous croyez que vous faites une thrombophlébite, vous consultez votre médecin et lui fera un examen complet, ira palper, ira observer, examiner la région qui est problématique en tenant compte de l'historique de votre état de santé et il vous prescrira des tests, notamment un Doppler, pour aller voir à l'intérieur de la veine s'il y a un blocage et qu'est-ce qu'on fait avec ça pour pouvoir dissoudre en quelque sorte le caillot pour éviter des complications. Donc, la seule façon de diagnostiquer une thrombophlébite, c'est d'aller voir votre médecin qui vous examine et qu'il passe certains tests. Êtes-vous à risque de thrombophlébite? Le premier facteur de risque, si vous avez des problèmes avec vos vaisseaux sanguins, si vous avez déjà fait une thrombose, vous êtes évidemment plus à risque. S'il y a des thrombophllébites dans votre famille, si vos parents, par exemple, ont fait des thrombophllébites, vous êtes plus à risque. Les femmes enceintes aussi sont plus à risque. Un des facteurs de risque aussi qu'on connaît le plus, c'est l'immobilité. Si vous prenez l'avion durant plus de 4 heures, votre risque augmente considérablement, mais c'est vrai aussi si vous êtes alité, si vous avez une chirurgie, si vous êtes hospitalisé, mais si vous avez une grippe, si vous avez un virus respiratoire qui vous cloue au lit pendant plusieurs jours, vous êtes aussi plus à risque de thrombophlébite. L'obésité est un facteur de risque aussi bien connu et il y a un facteur de risque qu'on entend moins souvent, mais qui est bien démontré. Si vous faites une activité sportive de longue durée, comme un marathon par exemple, et ensuite vous vous immobilisez dans une voiture, dans un train, dans un avion pendant plusieurs heures, votre risque est beaucoup plus grand qu'une personne qui n'aurait pas participé à l'activité sportive, notamment parce qu'une activité physique de longue durée a des effets sur votre sang et lorsqu'on ajoute à cela une immobilisation prolongée, on augmente considérablement le risque de thrombophlébite. L'âge est aussi un risque de thrombophlébite, le tabagisme, il y en a d'autres, mais je vous ai présenté l'essentiel des facteurs de risque. Quels sont les symptômes d'une thrombophlébite? Si vous vous posez la question, est-ce que j'ai une thrombophlébite? Est-ce que j'ai fait une thrombophlébite? D'abord, commençons par la douleur. Il y a des personnes qui font une thrombophlébite qui ont une douleur locale. Je vais vous donner l'exemple pour une thrombophlébite au mollet. Alors, je vous l'ai dit, ça peut être ailleurs dans votre corps, mais parlons du mollet. Vous pourriez avoir une douleur à la palpation, un peu comme une courbature. Parfois, on confond vraiment les deux et c'est presque impossible, comme ça, avec la palpation, de départager, à savoir si c'est une raideur musculaire ou si c'est une thrombophlébite. En physiothérapie, en réadaptation, lorsqu'on voit des patients qui nous consultent pour une douleur au mollet, qu'on identifie comme une douleur musculaire, c'est bien important de faire le lien avec une activité sportive qu'on aurait fait, un faux mouvement ou une blessure, parce que ça peut aussi dissimuler une thrombophlébite. On pourrait aussi voir de l'enflure. Il pourrait y avoir de l'enflure localement, vraiment au mollet ou dans le pied. Donc ça aussi, il faut être vigilant. Ça peut être plus chaud. La peau aussi peut changer de texture. Et lorsqu'on étire le mollet, lorsqu'on fait une flexion de la cheville,
on pourrait aussi voir une augmentation de douleur. Ce ne sont pas des signes si distinctifs parce que vous pourriez avoir une entorse à la cheville, vous pourriez avoir une contusion au muscle du mollet et avoir des symptômes qui sont comparables. Ce qu'il faut se souvenir, et ça c'est vraiment important, il y a beaucoup de thrombophlébite qui ne donnent aucun symptôme. La personne ne peut pas savoir qu'il y a un caillot qui est logé dans une veine, par exemple, du mollet, et cette personne n'a aucun symptôme, et il faut absolument être à l'affût des symptômes d'une embolie pulmonaire. Si vous avez une embolie pulmonaire, si vous croyez que vous faites une embolie pulmonaire, vous devez appeler les numéros d'urgence. Si vous êtes au Québec, vous signalez le 911 ou le 811. En France, et corrigez-moi si je me trompe, c'est le 5 pour le SAMU, ou vous pouvez aussi signaler le 112, et n'hésitez pas à écrire dans le fil de discussion les numéros d'urgence. Je serais vraiment curieux de connaître les numéros d'urgence dans vos pays respectifs. Et c'est vraiment important de connaître les symptômes d'une embolie pulmonaire. Ça peut littéralement sauver une vie et ce sera peut-être la vôtre. Comment on prévient la thrombophlébite? Le premier truc, c'est lorsque vous vous immobilisez dans un déplacement, par exemple en avion, en train ou en voiture, de bouger régulièrement après 1 heure. Et si vous êtes à risque, je vous dirais après une demi-heure, vous bougez, vous vous levez. Si vous pouvez vous marcher un peu, vous pouvez aussi faire des exercices d'étirement, par exemple faire des flexions et des extensions avec les chevilles, avec les orteils, rouler une petite balle en dessous de votre pied, faire des mouvements aussi de rotation du tronc. Je vous ai donné beaucoup d'exercices sur ma chaîne YouTube, alors faites des exercices comme ceux-là, mais le fait de bouger régulièrement aux heures, et si vous êtes à risque, je vous dirais même de bouger idéalement aux demi-heures. Alors ça, c'est un truc qui fonctionne bien et qui prévient vraiment les thrombophlébite. Si vous êtes à risque de thrombophlébite, parlez-en à votre médecin, ça a peut-être déjà été fait, mais parfois il y a certains médicaments qu'on peut prendre, par exemple avant un long déplacement pour prévenir une thrombophlébite. Il y a aussi des bas élastiques qui vous permettent de diminuer en fait le risque de thrombophlébite, et encore là, vous en parlez à votre médecin pour savoir si c'est approprié pour vous, pour votre condition de santé. Et il y a d'autres façons aussi de prévenir ou de diminuer le risque de thrombophlébite, de contrôler son poids, éviter idéalement le surpoids et l'obésité. C'est toujours un sujet sensible. Ce n'est pas simple de perdre du poids même lorsqu'on souhaite vraiment le faire, mais ça peut être une stratégie. De ne pas fumer est aussi une façon de diminuer votre facteur de risque. Alors, vous pouvez soit intervenir au moment même d'une immobilisation prolongée, par exemple comme un long déplacement ou une hospitalisation, ou vous pouvez aussi intervenir à moyen et à long terme en diminuant vos facteurs de risque, notamment en contrôlant le poids et en évitant de fumer. J'espère que ma vidéo vous a été utile, j'espère que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la commenter, à la partager aussi sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web. Vous êtes des milliers à le visiter et ça me fait chaud au cœur, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.